Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième podcast de la chaire RISET, réseau électrique et société en transition. Aujourd'hui, on va parler toujours en compagnie d'Antoine Baccini, étudiant à l'université Bordeaux-Montaigne et spécialiste de l'entreprise cinématographique de production Lucasfilm, des imaginaires électriques, pour rebondir sur ce qu'on avait un peu évoqué la semaine dernière lors de la Journée internationale du geek. Qu'est-ce que tu entends par imaginaire électrique ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie électrique, en fait, elle fait depuis des siècles l'objet de nombreux fantasmes. Elle est très souvent représentée comme une force presque surnaturelle, ainsi qu'elle l'était notamment dans l'imaginaire mythologique de civilisations issues des quatre coins du monde, que ce soit les Grecs anciens, les Aztèques ou encore les Hindous védiques. Elle est alors souvent dans ces mythologies l'apanage de puissants dieux qui occupent une position qui va être proéminente au sommet de leur panthéon respectif. On a bien sûr l'exemple classique de Zeus, le roi des dieux dans la mythologie grecque, qui donc est le maître de la sphère céleste et qui en contrôle les dynamiques météorologiques en pouvant notamment faire s'abattre la foudre. Quand on parle de l'électricité, hormis le pendant mythologique de cette énergie, on pense aussi instantanément à Tesla, à Edison, à la guerre entre les deux. Quelle place a-t-elle l'électricité au 19e siècle lors de la seconde révolution industrielle ? Justement, l'imaginaire surnaturel dont je te parlais, c'est au moins partiellement transmis justement dans l'imaginaire électrique du 19e siècle. Le 19e étant bien sûr la période d'émergence progressive de l'énergie électrique comme un phénomène global. On ressent beaucoup cette dynamique dans l'ouvrage Frankenstein, écrit par Mary Shelley en 1818. Qui est souvent présenté d'ailleurs comme le premier écrit moderne de science-fiction. Dans cet ouvrage, l'énergie électrique permet de créer la vie. Alors, cela ne vient pas de nulle part, puisque cette histoire s'inscrit dans un contexte scientifique particulier. Au début du 19e siècle, un vaste débat faisait rage dans la communauté scientifique d'alors, autour de ce qui différenciait en fait les créatures vivantes de la matière inanimée. À Londres, par exemple, on avait le professeur John Abernethy, qui était un fervent partisan du vitalisme, une théorie selon laquelle donc la force de vie était en vérité un fluide invisible semblable à l'électricité. Ces travaux sont basés sur ceux de scientifiques, notamment italiens, à l'instar de Luigi Galvani, qui avait mené une série d'expériences au cours desquelles il était parvenu à faire se mouvoir donc la jambe d'une grenouille morte en faisant passer au travers de celle-ci un fluide électrique. Expérience qu'avait repris son neveu, Giovanni Aldini, quelques années plus tard, qui mena des expérimentations similaires sur le cadavre de criminels en atteignant des résultats identiques. Donc on comprend pourquoi il était possible que cette idée de faire revenir les morts à la vie par le biais du fluide électrique ne paraissait donc à l'époque pas complètement inenvisageable. Au 19e, notamment au début, on prête encore souvent au fluide électrique un pouvoir surnaturel, voire divin, en l'occurrence ici celui de créer la vie. Mais alors, si l'électricité a nourri des fantasmes au niveau de la santé, du médical, des progrès dans ce domaine-là, a-t-il aussi nourri des fantasmes dans la technologie, dans la création de nouvelles machines ? A-t-elle permis l'émergence de nouveaux moyens d'imaginaire science-fictionnel, si je puis me permettre ? Bien sûr, l'électricité donc elle s'impose comme la grande conquête du 19e siècle. Le monde occidental est alors très confiant en les possibilités promises par les développements de la science et de la technique. On voit d'ailleurs des événements scientifiques d'ampleur, comme l'exposition internationale de Paris de 1881, mettre en valeur les vastes capacités du fluide électrique, ce qui participe largement à promouvoir le mythe naissant du tout par l'électricité. Ce fluide électrique devient un point focal autour duquel convergent finalement les utopies contemporaines, et de nombreux auteurs vont commencer à imaginer des futurs bâtis autour de cette énergie et dans lesquels tout reposerait sur la maîtrise de son pouvoir. Cela se ressent beaucoup, notamment chez deux auteurs français, que sont Jules Verne et Albert Robida, qui vont tous deux à la fois mettre en exergue finalement à la fois les espoirs et les craintes liées à celle-ci, puisque Jules Verne de son côté semble percevoir l'énergie électrique comme celle de l'avenir. S'il envisage au début de sa carrière un futur dominé par le pouvoir de l'électricité comme une chose qui n'est pas forcément bonne en soi, c'est-à-dire qu'il exprime un certain nombre de méfiances
autour d'une potentielle omniprésence de l'énergie électrique au cœur de la société de l'époque. Il va très vite devenir très optimiste à ce niveau-là, comme on le voit dans son ouvrage 20 000 lieues sous les mers, paru en 1868. Il place l'énergie électrique au cœur de son propos en faisant l'énergie prodige qui donc permet d'alimenter le Nautilus, cet incroyable sous-marin. Et il va poursuivre cette dynamique dans les années qui suivent en intégrant souvent dans ses ouvrages un certain nombre de machines extraordinaires alimentées par l'énergie électrique. De son côté, Robida est beaucoup plus pessimiste. Il cherche à mettre en garde ses contemporains vis-à-vis d'une éventuelle omniprésence de cette énergie-là. Il va en fait associer la dominance de l'énergie électrique à une éventuelle décadence de l'homme qui serait désormais aliéné par celle-ci, ce qui entraînerait chez lui donc une décadence à la fois morale liée au rythme de ces nouvelles sociétés hyper industrialisées et électrifiées, mais aussi physique puisque cette énergie-là épargne à l'homme tout effort qu'il devait auparavant fournir. Elle est vraiment un médium d'aliénation. Il met également en garde ses contemporains contre le côté très sauvage de cette énergie électrique qui peut potentiellement échapper au contrôle finalement de ceux qui voudraient en être les maîtres. C'est ancré après dans les mentalités finalement l'électricité. Elle a eu raison de Robida, c'est ancré donc dans les technologies, dans l'imaginaire électrique comme tu l'as si bien évoqué. Est-ce qu'on reviendrait pas vers une vision réaliste de l'électricité ? Alors, avant ça, la pensée de Robida a eu un certain nombre quand même d'héritiers, à l'instar de Barjavel, qui lui fait preuve de beaucoup de défiance vis-à-vis de l'énergie électrique et cherche à mettre en garde une nouvelle fois ses contemporains contre un modèle de société dans laquelle l'énergie électrique prendrait trop d'importance, ce que l'on voit très bien dans son roman Ravage, paru en 1943, dans lequel il dresse en fait le portrait d'une société future fondée à tout niveau sur l'énergie électrique. Ce monde automatisé et confortable s'effondre totalement lorsqu'une catastrophe naturelle empêche la production de cette énergie-là, ce qui conduit à un effondrement total de la civilisation en quelques jours et fait sombrer l'humanité dans le plus grand des chaos. Ensuite, en effet, comme tu le disais, cette défiance semble presque disparaître, alors que l'énergie électrique se fait de plus en plus omniprésente dans nos sociétés et en vient à étouffer les anciennes méfiances qui pouvaient être ressenties à son sujet. On assiste alors finalement à une dynamique d'un retour à un imaginaire électrique très axé sur le surnaturel et le mystique. Tu parlais aussi du blackout, il y a un jeu vidéo moi de suite qui me fait tilt, c'est Watch Dogs. Le premier, il y avait un pouvoir, on dit, enfin c'était pas un pouvoir, c'est juste on incarnait un hacker et en fait avec son téléphone portable il pouvait bidouiller, trifouiller sur les feux rouges, pirater notre téléphone et surtout faire un truc incroyable, pouvoir couper tout le jus en fait électricité de toute la ville, donc c'était Chicago, pendant quelques secondes, donc ce qui du coup conduisait à des accidents de la route et j'en passe en fait, il y a que des conséquences, bon c'était très minime, c'était dans un jeu à monde ouvert, hein, c'était un GTA-like, mais c'était des conséquences déjà, bon bah ça montrait à peu près à quoi ça ressemblait. On voit que finalement blackout rime souvent avec vulnérabilité. Ok, il y a les jeux vidéo, mais aussi si par exemple on parle par exemple dans la pop culture en général, quel rôle a joué l'électricité dans la pop culture ? C'est là que l'on voit donc qu'on a vraiment un retour à un imaginaire électrique surnaturel qui finalement écho aux anciennes mythologies, puisqu'on retrouve dans la culture populaire de nombreux personnages, soit dans les jeux vidéo, les films, les comics, etc., qui sont capables d'utiliser une énergie électrique surnaturelle sous forme de pouvoir, à l'instar de Tornade dans les comics et les films X-Men, ou de Pikachu dans Pokémon. Ces personnages s'affirment presque comme les héritiers finalement des anciennes divinités électriques, à l'instar de Zeus ou de Thor, et sont le témoignage donc de la persistance de cet imaginaire surnaturel en association avec le fluide électrique. L'année dernière, on parlait des geeks pour la journée internationale du geek. Quel rôle joue, si on va plus loin, l'électricité dans la pop culture, si on va vraiment au-delà des œuvres en soi Dans la science-fiction et la science fantasy, l'électricité demeure un thème vraiment
prédominant, parce qu'en effet, elle peut être aisément utilisée, par exemple pour fournir une explication à d'extraordinaires situations, ou pour alimenter des machines très sophistiquées. Ainsi, on voit que dans la série Stranger Things, le fluide électrique est utilisé comme un symbole de la manifestation du surnaturel, plus précisément de l'Upside Down, ce monde parallèle et effrayant, dans lequel réside le monstre, qui est la principale menace du récit. Le démon Gorgon. Le démon Gorgon, exactement. Dans cet univers-là, l'énergie électrique est à la fois un symbole donc de la manifestation du surnaturel dans la réalité, mais elle est aussi un moyen de communiquer avec ceux qui se trouvent dans cette autre dimension. Donc comme cette énergie possédait finalement un lien intime avec ce qui dépasse l'entendement et la réalité de l'humain. D'ailleurs, dans de nombreux films ou séries télévisées, l'irruption du surnaturel s'accompagne de perturbations du réseau électrique, souvent reflétées par exemple par des petits tressaillements de l'éclairage. D'accord, mais hormis l'aspect visuel des effets cinématographiques que tu viens d'évoquer, comme l'éclairage ou les effets sonores, il y a des œuvres qui s'inspirent directement de ce rôle-là, de l'électricité, qui l'utilisent pour narrer les aventures des protagonistes. On va avoir un retour, cette réflexion autour de l'aliénation de l'homme par le biais de l'énergie électrique, forme de résurgence donc de ces questionnements anciens qui étaient très présents, comme on l'a vu notamment au XIXe siècle. Cependant, maintenant, cette thématique est davantage effectuée au service de la narration d'un récit et de son intérêt, comme une véritable piste de réflexion. On voit par exemple que dans Matrix, sorti en 99, nous sommes plongés au cœur d'un univers dystopique dans lequel la majorité des hommes se trouvent piégés par des machines douées d'intelligence dans une réalité virtuelle donc dénommée la Matrice, afin de soumettre l'humanité et de se nourrir de l'activité électrique de leur corps comme source d'énergie. On retrouve aussi ces questionnements dans le second épisode de la première saison de Black Mirror, 15 Million Spirits, sorti en 2011, dans lequel on dresse finalement le tableau d'un monde dans lequel la plus vaste partie de la société doit passer le plus clair de son temps à pédaler sur des vélos immobiles afin de générer l'électricité nécessaire pour alimenter leurs alentours. Dans ces œuvres-là, donc, l'humain est ainsi devenu asservi à la production de cette énergie et ne vit plus qu'à cette fin, étant devenu un simple esclave au service de cette nouvelle divinité qui est finalement une preuve de la persistance de cette peur de l'aliénation par le fluide électrique. Merci Antoine. On se retrouve la semaine prochaine pour un 3e podcast qui devrait cette fois-ci aborder la question des sources d'énergie, justement, on va encore plus loin, dans les univers de science-fiction.